17h tout pile, merci encore de votre fidélité. Bienvenue dans Punchline. On est ensemble pendant une heure pour faire le point sur l'actualité de ce dimanche soir avec Ludovic Thau. Bonjour. Bonjour. Docteur, bonsoir. Médecin MR-UDI de Coubron. Maître Jean-Yves Le Borne nous accompagne aussi pendant 17h. Bonsoir. Bruno Pomar, ancien policier du RAID. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Et Jean-Pierre Lecoq. Bonsoir Monsieur le maire. Maire LR du 6e arrondissement. Conseiller régional d'Île-de-France. La colère, en commençant plus tarder. Bonsoir avec la colère de ces syndicats de police, mon cher Bruno Pomar. La défenseur des droits souhaite créer des zones de contrôle sans contrôle d'identité. Dans 95% des cas, les contrôles d'identité ne donnent rien. D'après Claire Hédon, elle dénonce une situation insupportable pour certains jeunes, nous explique Pierre Barbin. C'est la phrase de la discorde lancée par la défenseur des droits. Pour limiter les discriminations, Claire Hédon veut expérimenter des zones sans contrôle d'identité. Dans certains quartiers, pour certains jeunes, cela devient insupportable. Donc, est-ce qu'on ne peut pas expérimenter l'arrêt du contrôle d'identité? Dans 95% des cas, les contrôles d'identité ne donnent rien. Une proposition qui provoque la colère de tous les syndicats de police, comme le montre ce tract d'Alliance. Le problème de nos quartiers, ce ne sont pas les policiers. Ne facilitez pas le travail des délinquants en créant des zones de non-droit. C'est encore fait pour obérer le travail des policiers. C'est un très mauvais signal qui est donné à ces délinquants qui pourrissent le quotidien d'une majorité d'habitants qui demandent qu'à vivre en sécurité dans ces quartiers. Ces habitants ont droit à la même sécurité partout et pas uniquement dans les quartiers bobos ou dans les quartiers où visiblement la défenseur des droits est issue pour tenir de telles propositions qui n'ont pas lieu d'être dans notre République. Cette proposition fait suite au lancement de la plateforme anti-discrimination voulue par le président de la République en décembre dernier. En 2016, la Cour de cassation avait condamné l'État pour des contrôles d'identité au faciès. C'est le type de proposition qui peut régler le problème ? Écoutez, j'ai l'impression que ces gens-là vivent dans un autre monde, dans le monde parisien. Excusez-moi, je sais qu'il y a un maire d'un arrondissement qui est là, mais j'ai l'impression que les gens sont complètement perchés et la défenseur des droits est complètement perchée. Cette dame, est-ce qu'elle connaît la vie? Je ne le pense pas. C'était la même chose d'ailleurs avec Jacques Toubon, hein, qui nous en a sorti des murs comme ça. Pourquoi c'est pas en adéquation? Expliquez-nous pourquoi c'est pour vous hors sol. Mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, mais pourquoi sortir des choses pareilles? C'est un peu comme Mélenchon qui nous sort, il faut désarmer les policiers. Enfin, ils devraient monter un parti tous les deux et puis essayer de nous montrer comment ils font pour régler les problématiques de sécurité. Les contrôles au faciès, ça existe parfois. Encore une fois, il faut du discernement. C'est comme l'affaire des LBD, l'utilisation des LBD et tout ça. Il ne faut pas s'acharner systématiquement sur ce type de choses parce que il faut savoir quand même que, de façon déontologique, le ministère de l'Intérieur a donné autorisation du port des RIO, s'il y a des contrôles qui sont faits au faciès, comme on dit, et qui ne sont pas mesurés. Le numéro d'immatriculation. Tout à fait, des policiers. Et on peut effectivement se plaindre. Mais encore une fois... Mais on fait quoi du coup dans les quartiers où on entend effectivement qu'il y a... Mais très sincèrement, ça ne veut strictement rien dire ce que dit cette dame. Voilà. Et c'est terrible parce qu'elle est très chèrement payée pour dire des âneries. Jean-Pierre Lecoq. Oui, c'est un sujet effectivement délicat, mais je pense que... Alors, l'interviewé précédent était un peu sévère avec Jacques Toubon, que je connais bien. Vous avez pu être en désaccord avec lui, mais je pense que Jacques Toubon n'aurait jamais, ô combien jamais, proposé une telle chose. Car je dirais qu'en France, est-ce qu'on a autant de contrôles que ça? D'ailleurs, si on interdisait les contrôles de la police, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire aussi les contrôles dans le métro? Bref, c'est une dérive terrible. Et puis là, je pense qu'elle parle des contrôles d'identité de la police nationale, mais on a aussi les polices municipales qui agissent souvent avec difficulté. Donc je crois que véritablement, Madame Hédon doit relire ses fiches avant de proposer. Maître, c'est une fausse bonne idée? Écoutez, d'abord, je veux dire que je souscris à ce que vient de dire M. Lecoq sur Jacques Toubon, qui a quand même occupé cette fonction pendant plusieurs années. Il n'a pas été très sympa avec la police, M. Toubon. Alors que c'était... Mais attendez, son rôle n'est pas d'être... Il était plutôt répressif lorsqu'il faisait de la politique. Son rôle n'est pas d'être sympa ou pas sympa. Son rôle est de trouver un équilibre entre les libertés individuelles et les nécessaires contraintes que l'ordre public impose. Et là, justement, s'agissant donc de ce principe d'une éventuelle suppression des contrôles d'identité, je me dis qu'à force de répéter des stupidités, on finit par donner aux propos un caractère plus ou moins acceptable. Il est évident que nous sommes dans une société, comme toute société, où il y a un principe de liberté et un principe de contrôle. La liberté n'est pas sans fin. Alors la question est de mesurer
que ces contrôles ne soient pas excessifs. On avait, il y a quelques années, si ma mémoire est bonne, envisagé une sorte de passeport de contrôle qui faisait que celui qui aurait été contrôlé à 9h du matin... Le fameux récépissé ne l'aurait pas été à nouveau à 11h30 et à 15h30 et ainsi de suite. Encore que, soyons clairs, le problème du contrôle n'est pas de fait de savoir s'il a lieu plusieurs fois par jour, mais si les circonstances environnant l'individu justifient ou pas ce contrôle. Alors il y a aussi le recours à la caméra dont il est impératif, cette caméra individuelle, que tous les policiers intervenant sur le terrain soient munis, de manière à ce que on puisse contrôler, justement, si le contrôle est lié au faciès, est une manière de porter atteinte à un individu, ou au contraire se justifie par des circonstances extérieures. Vous êtes aussi sévère ou pas, Oui, docteur non, Taureau? au début, je croyais que c'était une blague. Sérieusement, quand je vois ce titre, je me dis c'est une blague, on va nous faire discuter sur une blague. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, en France, avec tout ce qui se passe, on peut mettre des zones de ce type? Et puis comme ça, c'est très bien, comme ça, les délinquants iront dans ces zones-là, comme ça, ils ne seront pas contrôlés. Sérieusement, même cette phrase, je ne veux même pas continuer à en parler tellement elle est complètement déconnectée de la réalité, ce qu'on vit aujourd'hui dans notre pays. C'est pratiquement, excusez-moi, on dirait une insulte. Oui. Excusez-moi, des zones sans contrôle d'identité. Ça serait un pays où on est tellement calme, où il y a tellement le calme, qu'il y aurait des zones où on n'a pas besoin de contrôler. Je suis désolé. On doit, comme moi, je dois être contrôlé, tout le monde doit être contrôlé. C'est pas mal d'être contrôlé. Celui qui a peur d'être contrôlé, c'est peut-être celui qui est en tort. Voilà, c'est tout. Je ne demande pas plus de contrôle. Et vous répondez du coup quoi à ceux qui disent qu'ils sont contrôlés 2, 3, 4 fois dans la journée? Mais écoutez, s'ils sont contrôlés 2 ou 3 fois, peut-être on peut parler de quelque chose, mais toujours dire que la police est mauvaise, il y a que des vilains, tout ça. Arrêtons. Quand la police contrôle, c'est pas pour se faire plaisir non plus, d'accord? Il y a comme partout dans toutes les professions, chez les avocats, chez les médecins, les policiers, des gens mieux que les autres. Mais arrêtons de dire que les policiers sont des vilains qui veulent passer leur temps à contrôler. Ils n'ont pas de choses à faire, autre chose à faire, sérieusement. C'est une caricature. Faut arrêter. Faut arrêter de mettre les uns contre les autres. Bruno Pomar. Faisons confiance au discernement des policiers. S'il y a des excès, ils sont sanctionnés. Maître Le Borgne est là pour en témoigner, c'est un avocat brillant. Je veux dire, il y a l'IGPN, encore une fois, qu'on discrimine souvent d'ailleurs, hein, cette institution, qui sanctionne tous les ans à travers des contrôles aux faciès et tout ce qu'on peut imaginer en termes de déviance de la part de certains policiers. Des policiers. L'IGPN s'occupe aussi des... l'IGPS, pardon. Qui sanctionne près de 1500 fonctionnaires par an. De caméras individuelles. Et d'ailleurs, à Paris, nous avons réclamé à la maire de Paris, qui est en train de vouloir mettre en place une police municipale. Non armée. Non armée, mais nous souhaitons qu'elle soit, le groupe Changer Paris, souhaite qu'il soit équipé de caméras individuelles. Souhaitez-vous qu'elle soit armée, la police municipale, monsieur le maire? Nous ne sommes pas contre. On souhaitait plutôt qu'on aille là, mais il faut le faire progressivement, parce qu'on ne peut pas armer n'importe qui. Et dans la police municipale parisienne, on remet des corps, si vous voulez, qui sont des gens, notamment les inspecteurs des parcs et jardins, qui ne sont pas du tout formés. Hein. On ne devient pas policier. Faut que ça aille de pair avec la formation. La police d'État est quand même une police qui est en France, et moi je le dis, remarquable, même s'il y a quelques déviants, comme partout. Et donc on ne peut pas armer les polices municipales n'importe comment. Ça nécessite des crédits, de l'emploi et de l'expérience. Juste un mot sur cette histoire de contrôle. Je pense qu'il y a une problématique d'analyse intellectuelle de la situation. Qui oserait dire que le fait de contrôler un citoyen, qu'il soit de couleur ou pas, est en soi une atteinte à la liberté? Personne, s'agissant de gens de bonne foi. Donc, ce n'est pas le principe du contrôle qui est en cause, c'est sa réitération et le fait que, comme le disent certains, il peut y avoir une utilisation perverse, en quelque sorte, de ce contrôle pour porter atteinte à un certain nombre d'individus. Mais le vrai problème, ne parlons donc pas de supprimer le contrôle, parlons de le contrôler lui-même et de faire en sorte, comme vous le dites. Et on fait comment, maître? Le discernement. Mais je pense que la caméra qui enregistre les conditions du contrôle et qui peut aussi, parallèlement... Donc la caméra serait tout le temps enclenchée pendant toute la vacation? On peut, si on trouve du matériel de très haute qualité, il y en a maintenant. Non mais attendez, si la caméra n'enregistre que de temps à autre, elle ne sert à rien. Il faut qu'elle enregistre tout, de manière à ce que quand quelqu'un dit « il s'est passé cela », l'autre dit c'est pas vrai, très bien,
regardons le film. Le gouvernement qui a lancé sa nouvelle plateforme anti-discrimination ce vendredi, ça va dans le bon sens ou pas du tout? Oui, après il faudra traiter, c'est bien de faire des... Et avec un numéro de téléphone. Vous savez, tous les réseaux Internet qui sont mis en place, je l'ai vu au Beauvau de la sécurité, la première, j'ai vu magendarmerie.fr, moncommissariat.fr, où on peut effectivement mettre tout un tas d'informations dessus et les gens puissent... Mais une fois qu'on a fait ça, comment on traite après les problématiques. C'est ça. Parce qu'en nombre, il faut de l'humain derrière. Ça, c'est bien d'avoir de l'électronique partout, d'avoir des réseaux sociaux. C'est une bonne chose, hein, très sincèrement. Après, il faudra traiter. Donc, à suivre. Maître. Moi, j'ai déjà un sujet, c'est celui de l'égalité des chances. C'est vrai que c'est un vrai problème national que l'égalité des chances. C'est vrai qu'un certain nombre de gens sont dans un environnement qui fait qu'avant qu'ils soient en classe préparatoire... Le président en a parlé cette semaine. À Henri IV ou à Louis le Grand, c'est pas demain matin. Mais je pense qu'il ne faut pas créer des situations en quelque sorte de places réservées, un peu comme si on faisait 8 places par promotion à l'ENA de gens qui n'ont pas le niveau. Il faut faire en sorte que ceux qui sont dans des environnements défavorisés acquièrent ce niveau. Et ça, c'est pas le discours qui est en vogue depuis de nombreuses années maintenant, et on voit au final que ça ne change pas. Écoutez, ce qu'avait l'air de dire le président de la République. C'est pas tout à fait exact de dire que ça ne change pas, ça ne change peut-être pas suffisamment. Lorsque vous voyez, par exemple, un certain nombre d'initiatives, je pense à l'Institut d'études politiques de Paris, par exemple, où un certain nombre de jeunes de quartiers plutôt défavorisés qu'on n'avait pas l'habitude de voir intégrer la rue Saint-Guillaume, eh bien finalement ont été aidés pour ce faire. On ne leur a pas demandé d'être moins bons. On a été chercher dans des quartiers dont ils ne parvenaient pas à sortir ceux qui avaient la capacité intellectuelle et le courage d'être l'équivalent des bourgeois. Bruno Pomar. À Sciences Po, Gérard Descoings l'avait fait d'ailleurs, parce que moi j'étais à Corbeil, je travaillais auprès de Serge Dassault à ce moment-là, où Sciences Po recrutait des enfants des quartiers, donc il y a eu des conventions de passé. Je ne sais pas où ça en est, mais je pense que ça a perduré et c'est une bonne chose. Mais encore une fois, il ne faut pas baisser le niveau pour autant parce que la personne est issue d'un quartier. Jean-Pierre Lecoq. Alors, tout à fait d'accord. Mais d'autant plus que, en réalité, au cours des 20 ou 25 dernières années, l'ascenseur social ne fonctionne plus. C'est ça le fond de l'affaire. Quand vous revenez plus tard, plus en avant, on s'apercevait que des enfants, et c'était rappelé d'ailleurs, on parlait de première promotion de l'ENA, mais la première promotion de l'ENA, elle intégrait des gens issus des milieux populaires. C'est dans les années 90-2000 que ça a commencé à se détériorer, avec la financiarisation d'ailleurs de l'économie et de la société, dont on voit d'ailleurs dans bien des domaines les ravages maintenant. De Victor. Oui, comme vous dites, l'ascenseur social, on en parle depuis 30, 40 ans, c'est vrai qu'il ne va pas très très vite, d'accord. Et cette égalité des chances est primordiale pour notre société et sera un facteur aussi pour calmer notre société. C'est-à-dire que la personne qui croit ne pas pouvoir accès, il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas avoir, il faut leur dire si vous pouvez avoir accès. C'est pas pour moi. Voilà, certains se disent non, c'est pas possible. Si tout est possible, on doit y arriver. Et le propre d'une république, c'est de donner à ses enfants la possibilité d'accéder. Alors c'est vrai, peut-être en mettant des passières, en faisant pas des passe-droits, mais que la personne de qualité n'ait pas des barrières qui l'empêcheraient d'accéder à ses fonctions. L'Assemblée nationale a achevé sa première lecture de la loi séparatisme en ciblant les, je cite, prêches de haine. Le vote solennel du texte est prévu ce mardi avant son passage au Sénat. Retour sur 2 semaines de débat pour le moins animé avec Kinson. Ultime passe d'armes à l'Assemblée nationale. L'article 44, adopté par les députés, prévoit la fermeture pour 2 mois des lieux de culte où est prêchée la haine. La droite a réclamé en vain un durcissement du dispositif. La gauche dénonce une punition collective. Quand vous avez un curé pédophile, vous fermez pas l'église. Au total, 15 jours de débat houleux, vifs. Le voile n'a pas sa place dans les amphithéâtres de nos universités. L'amendement porté par les Républicains n'a pas abouti. La France insoumise monte au créneau. Savez-vous que le voile d'une mariée chrétienne signifie le fait qu'il y a une soumission de la femme à son époux? Énième polémique, l'identité de genre. Lorsqu'on prétend défendre l'identité de genre, refuser à quelqu'un qui s'est assigné le genre masculin fait de toute évidence une contradiction évidente. Vous venez de provoquer une dysphorie du genre, vous venez de me discriminer, chers collègues. Bien adopté en revanche, l'article dit Samuel Paty, qui crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion malveillante d'informations relatives à la vie privée, entre autres sur les réseaux sociaux. Le vote solennel de la loi est prévu ce mardi, avant que la loi parte au Sénat.
Alors, au-delà des passes d'armes, maître, au-delà des petites phrases qui ont fait mouche, parfois, est-ce que le texte a réussi à toucher sa cible ou pas? Écoutez, on verra à l'usage si le texte est suffisant ou pas. Je crois que, contrairement à ce qu'a dit un député d'une manière un peu inconsidérée, il est normal et il est nécessaire que certains lieux de culte où se tiennent des propos qui sont des appels à la haine puissent être surveillés et puissent être fermés. On est dans une situation très différente de celle qu'on a connue. La loi de 1905 était une manière d'écarter de façon plus ou moins définitive l'Église du partage du pouvoir, partage qu'elle avait avec la monarchie depuis des siècles. Nous sommes maintenant dans toute autre chose. Nous sommes dans une religion qui n'a aucune participation au pouvoir et dont certains veulent faire une arme politique. Soyons clairs, ne mélangeons pas l'islam en général de l'islam radical et de l'islam politique. Et c'est celui-là qu'il faut surveiller pour faire en sorte qu'il ne se répande pas comme une tache. Et là-dessus, ce texte a réussi sa mission à ne pas amalgamer effectivement la communauté musulmane? Mais écoutez, je pense que nos compatriotes musulmans comprennent probablement, j'en suis convaincu, qu'il ne s'agit pas de les regarder avec discrimination et une sorte de volonté de les mettre en marge de la société. Mais ils savent aussi, comme nous connaissons dans les autres religions, comme nous savons qu'il y a des ultras, qu'il y a des excessifs dans toutes les religions, eh bien les musulmans savent qu'au sein de l'islam, il y a des gens qui sont excessifs et je suis bien convaincu que, heureusement d'ailleurs, que la majorité de nos compatriotes musulmans ne partagent pas les idéologies de ces personnes. Jean-Pierre Lecoq, vous dites comme certains que ce texte ne va pas assez loin? Non, je dis autre chose. Je suis tout à fait en accord avec ce qu'a dit Maître Le Borgne. Il ne faut pas confondre l'islam terroriste, l'islam radical et la majorité des musulmans qui existent, enfin qui sont dans notre pays, dont certains sont très intégrés et dont d'ailleurs les plus intégrés regrettent quelquefois d'ailleurs qu'on ne maîtrise pas depuis des années l'immigration mieux qu'on ne le fait et qu'on n'intègre pas davantage les gens. Non, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on a on a la passion des lois. On a la passion de légiférer en France, dans tous les domaines, alors que les caves, et là j'espère que Maître Le Borgne ne me démentira pas, les caves du palais de justice sont pleins de lois et de jurisprudence. D'ailleurs, on avait vu la même chose en 2016 sur le fameux problème de déchéance de nationalité qui a coûté si cher à François Hollande. Donc on ne fait que grossir le millefeuille? Et donc d'ailleurs, je voulais rappeler que Emmanuel Macron n'est pas né en 2017. Il était secrétaire général adjoint de l'Élysée et ministre de l'économie pendant des années. On a eu tendance à le faire oublier. Mais l'heure du bilan n'est pas venue. Donc sur cette loi-là, c'est bien parce qu'on a un débat. Et c'est vrai qu'il y a un débat. En revanche, la loi, on va voir ce qui va en devenir. Et surtout, vous le savez tous, on va devoir attendre des décrets d'application et des circulaires qui, pour l'essentiel, vont mettre des mois et des mois à sortir. Est-ce que tous sortiront? Sous quelle forme? Donc, c'est une loi cosmétique, c'est une loi de communication. Car aujourd'hui, malheureusement, mais il faut dire que nous faisons de la communication aujourd'hui avec vous, on est sur ce plateau, mais on communique plus qu'on agit. On communique d'ailleurs tellement que quelquefois, une fois que la communication est passée, on agit beaucoup moins. Regardez ce qui se passe depuis quelques mois dans notre pays. Est-ce qu'après ce tragique... cette chose horrible qui est arrivée à Samuel Paty, cette décapitation, est-ce qu'on protège véritablement autant les professeurs qu'on devrait le faire? Est-ce qu'on s'intéresse autant à l'éducation nationale? Pratiquement, est-ce que ce texte pourra justement permettre de mieux protéger les professeurs, les associations? Ludovic Toro? La même chose de la police. Alors, donc, on passe une loi après l'autre. Alors moi, je suis d'accord pour qu'on ait... Vous avez raison, parce qu'on avait besoin de faire une loi. Toute personne en France qui appelle à la haine ou à tuer doit être condamnée. Et là, on fait une loi. Vous savez pourquoi on fait tous ces rapports et toutes ces lois? Parce qu'on n'y arrive pas. Oui, aujourd'hui, je me dis, n'importe qui, n'importe quelle religion, n'importe quel groupe de personnes, n'importe quelle secte qui dirait qu'il faut tuer pour cela, on la met en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'on n'y arrive pas.
Donc on va cibler cet endroit-là, mais quelque part, on a assez de lois en France pour pouvoir l'appliquer. Fondamentalement, c'est une question de volonté politique. Je sens qu'on va revenir, dans un instant au moyen de la justice. Hein. Et de moyens. Mais ça va demander du discernement de la part, encore une fois, de la police sur ces affaires de mosquées salafistes qu'il faut fermer à tout prix. Il y en a un peu plus d'une centaine, mais il ne faut pas faire l'amalgame avec toutes les mosquées. C'est là le truc, parce qu'on crée de la discrimination en faisant ça. Donc il faut être très vigilant. Et la première chose à faire, c'est déjà d'expulser les imams. J'entendais Karim Zeribi, l'autre jour sur votre plateau, dire qu'il y a un imam sur Marseille, par exemple, qui n'a toujours pas été expulsé. Enfin, le bas, ça commence par ça. C'est-à-dire qu'on commence à mettre le borne. Je crois qu'il ne faut pas sombrer dans une position que je qualifierais, pardonnez-moi messieurs, d'un peu démagogique, consistant à dire que la loi ça sert à rien, qu'on avait déjà tous les ustensiles utiles et que tout ça n'est que de la communication et de l'affichage. Nous parlons là d'un sujet qui, historiquement en France, est un sujet brûlant. C'est le sujet de la liberté de conscience, c'est le sujet de la liberté religieuse, c'est le sujet de la séparation entre l'État, qui est le monde civil, et les croyances religieuses et les allégeances aux diverses églises. Et à supposer, ce que d'ailleurs je ne crois pas, mais on ne va pas faire du détail, mais à supposer qu'il n'y ait dans cette loi pas de matériel nouveau d'action, il y a à tout le moins une sorte de consultation parlementaire sur la légitimité de l'intervention dans une religion au sein de laquelle il y a un problème, un abcès. Et vous avez l'impression qu'on a avancé ? Après plus de 80 heures de débat ? Écoutez, d'un point de vue psychologique, on a largement avancé. Car vous n'en avez peut-être pas gardé le souvenir parce que le temps va si vite qu'on croit que la vérité est celle d'aujourd'hui ou d'hier. Mais il y a quelques mois encore, on vous aurait dit on va s'attaquer aux mosquées salafistes. On va considérer qu'il y a un islam radical qui est inadmissible. On va expulser tel ou tel imam. On va fermer des mosquées. Je pense qu'il y aurait eu des protestations extraordinairement vives. Si cette loi n'avait que le seul mérite, et je pense qu'elle en a d'autres, mais n'avait que le seul mérite d'avoir consulté la représentation nationale sur ce sujet, ce serait déjà... D'accord avec ça, le de Victor ? Oui, non, mais le seul problème, pourquoi on l'a fait, maître ? Parce que tout simplement, il n'y a pas longtemps, on a décapité quelqu'un. C'est-à-dire que c'est la violence sur le terrain qui a abouti à cela. Ça ne s'est pas fait spontanément, alors qu'on savait très bien qu'il y avait. C'est parce que maintenant, de plus en plus, on assiste à des choses, des massacres, excusez-moi de vous dire ça. Donc à un moment, le législateur oblige à dire, on va réfléchir. Mais excusez-moi, c'est le fait que chaque mois, chaque semaine, il y a des choses de plus en plus violentes qui se passent sur notre territoire. Et ces zones de endroits et ces gens non contrôlés doivent être contrôlés. Mais c'est la violence qui a poussé les législateurs à se réunir et de faire une loi. Je n'ai qu'un souhait, c'est que ça marche. Voyons-nous quelques mois après, voir s'ils ont les moyens. Parce que le problème en France, toutes ces lois, est-ce qu'on a les moyens de les mettre en place ? Est-ce que la police a les moyens ? Il faut de l'humain derrière. Il faut de l'humain. Toute loi sans humain ou sans moyens... La police, des juges ? Tout, mais tout un ensemble. C'est un trépied qui va... Non, mais on se retrouve effectivement autour du constat qu'il y a un problème. Moi, j'aurais souhaité que les gouvernements qui sont succédés depuis quelques années, d'ailleurs même avant 2017, soient plus fermes en la matière. Ils ne l'ont pas été. Là où c'est vrai, c'est qu'on a le débat, il a le mérite d'exister, vous l'avez dit, cher maître, et c'est sans doute une bonne chose. Après, il faudra vraiment une volonté pour l'appliquer. Et il faut déjà, compte tenu de ce qui existe, compte tenu de l'état du droit et du droit judiciaire et du droit administratif, que les administrations aient la capacité de l'appliquer, que ce ne soit pas censuré ensuite, puisque vous savez qu'il y a des recours, des très nombreux recours d'associations qui sont quelquefois très politisés en la matière. Vous dites que c'est un vœu pieux ? L'idée, c'est que l'a-t-on fait hier ? Mais je dirais que l'histoire des hommes est ainsi faite. Bien sûr que tout n'a pas été anticipé, bien sûr que tout n'a pas été prévu, bien sûr qu'un certain nombre de réactions sont précisément des réactions, c'est-à-dire n'ont été déterminées que par un événement. Mais ça a le mérite d'exister. Et je le répète, il n'aurait pas été possible, il y a quelques mois, sans qu'il y ait une levée de bouclier des belles armes, de se préoccuper du monde musulman en disant, au sein de cette religion,
il y a un problème. Alors après, il y a les moyens matériels dont on parlait. Mais les moyens matériels, vous disiez à juste titre qu'il y a une centaine de mosquées sur le territoire français qui sont vraiment problématiques. Et on n'a pas besoin de milliers et de milliers de policiers pour surveiller une centaine de mosquées et pour procéder à leur fermeture. Mosquées, tout à fait. Officieuses. C'est ça. Bien sûr. Mais vous savez, moi, le mal de notre pays, et on le sait depuis des lustres, c'est on répond, les politiques, le législateur, donc les députés entre autres, et les sénateurs, répondent systématiquement à un problème avec une circulaire, un décret, une loi, et on en fait. Si bien que tout ça crée des ouvertures, je dirais, pour les mouvements qui sont contre toutes ces démarches, je dirais, législatives. Et au bout d'un moment, on ne s'en sort plus. Et on s'aperçoit que pour les appliquer, c'est pas évident, parce qu'encore une fois, on en revient au fait que il faut aller sur le terrain, les appliquer, ça veut dire... On a parlé des lieux de culte, on va également parler des écoles. C'est le sentiment écouté de Stanislas Guérini de La République En Marche. Il faut bien le dire, ça permettra de cibler les familles qui souhaitent soustraire leurs enfants à l'éducation républicaine pour des mauvaises raisons. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont dans des établissements parfois sans fenêtre, sur lequel on n'est absolument pas dans un principe d'instruction républicaine. Eh bien ça, il faut y mettre fin et nous nous donnons les moyens pour le faire. Et là-dessus, il est en accord, effectivement, sur les écoles ? Oui, de toute manière, c'est clair qu'à un moment donné, surtout sur les écoles, c'est essentiel, c'est la base, l'école républicaine. Ce qu'on a vu ces derniers mois le prouve bien, mais encore une fois, les professeurs sont démunis. Tout ça. Les professeurs dans les écoles sont totalement démunis. Donc, est-ce qu'on va mettre des policiers pour éviter qu'il y ait des problèmes dans les écoles ? Le sujet, c'est de savoir est-ce qu'il y a assez de contrôle sur tout ça, quoi. Est-ce qu'il y aura plus de contrôle inopiné ? Non, mais c'est impossible. Alors du coup, comment on fait ? On peut le dire, mais le dire autour d'une table comme ça, c'est très facile. Le faire concrètement sur le terrain, c'est pas possible. Comptez les dizaines, les milliers d'écoles qu'il y a en France, Monsieur le maire. pas possible. Oui, sauf si c'est ciblé. Il y a des écoles qui sont avec contrat et d'autres sans contrat, d'accord. Mais il est important de dire qu'on doit avoir tout le même cursus éducatif pour tout le monde. Il y a une base avec des livres, on devrait tous l'appliquer. Après qu'on fasse quelque chose en plus, mais pas en moins. C'est ça le problème. Mais vous avez raison, c'est un problème aussi de contrôle, parce qu'on n'a pas encore les moyens d'aller voir ces écoles et voir si ces livres qui sont mis sont des livres qu'on a tous. Voilà, on doit tous avoir la même éducation de base. Après qu'on s'éloigne ça me pose aucun problème. Mais est-ce que ce tronc commun est appliqué dans toutes les écoles ? J'en suis pas certain. Maître. Il est évident, et c'est d'ailleurs, ça rejoint notre précédent sujet, que l'école, qui est le creuset de la culture, qui est le creuset de la similitude entre les citoyens, parce qu'ils ont la même culture, parce qu'ils ont les mêmes références, fait que la survie de la nation dépend de cette similitude culturelle. D'où l'idée de sanctionner un certain nombre de situations, qu'elles soient religieuses ou autres, qui dévient en quelque sorte, parce que le problème n'est pas qu'on soit dans le plus ou dans le moins, le problème soit qu'on soit dans le biais, et que finalement on fasse naître chez les enfants des idées qui vont être, lorsqu'ils seront adultes, des éléments de perturbation. Alors, sans être un fanatique de l'uniformité, le lieu de l'ennui, et sans vouloir que chacun ressemble à chacun, il y a quand même ce seuil commun, cet élément qui fait que nous nous comprenons comme ceux qui ont la même langue, on a la même langue, la même référence culturelle. Il est essentiel que cela soit préservé, faute de quoi c'est la nation qu'on met en danger. Et d'ailleurs, ça facilitera l'ascenseur social si on a ce tronc commun. Parce que si on a des troncs différents, à un moment, ça va faire goulet et on va bloquer. Donc c'est important aussi pour l'ascenseur social. Et au passage, les réserves faites sur l'éducation à domicile, alors il y a des cas médicaux, par exemple, qui peuvent justifier la difficulté d'un déplacement dans un établissement public ou privé d'enseignement. Mais sinon, qu'est-ce que c'est que cette façon d'éduquer ses enfants derrière un rideau noir ? On se retrouve dans un instant et on parle de la course contre la montre, contre ces variants. La France a-t-elle déjà perdu cette guerre ? On en parle dans un instant, tout de suite. La deuxième et dernière partie de Punchline, toujours avec le docteur Ludovic Toro, médecin et maire de Coubron, Jean-Yves Le Borgne qui est avocat, Bruno Pomar, ancien policier du RAID, et Jean-Pierre Lecoq qui est maire LR du 6e arrondissement de la capitale. Le Royaume-Uni a dépassé la barre des 15 millions de premières injections. On parle bien sûr du vaccin, un tour de force pour le gouvernement d'un certain Boris Johnson qui veut mettre à son crédit, après un an effectivement de gestion chaotique de l'épidémie, la France souvent décriée pour sa stratégie vaccinale. Est-elle vraiment à la traîne ? On voit ça avec Emma Gessel et Mélodie Stevenson. En France, 2 248 531 personnes ont reçu la première dose de vaccin.
En comparaison, en Grande-Bretagne, le nombre de personnes vaccinées s'élève à plus de 15 millions. La France tire néanmoins son épingle du jeu. Pour la deuxième dose, 639 899 ont reçu les 2 doses contre 530 000 personnes en Grande-Bretagne. Un chiffre qui s'explique notamment par une stratégie de vaccination différente. Alors qu'en France, la deuxième dose du vaccin est administrée 3 semaines après la première. Les autorités britanniques ont décidé d'attendre jusqu'à 12 semaines pour pouvoir immuniser le plus grand nombre de personnes possible. Dans le détail, la France tient sa promesse de vacciner en priorité la population la plus âgée. 42% des personnes ayant reçu une première dose du vaccin ont plus de 80 ans. Docteur Taureau, on n'est pas un peu trop dur avec la stratégie française? Répétez les questions. Docteur Taureau, on n'est pas un peu trop dur avec la stratégie française? Mais si, mais ouais, on n'est pas dur. On commente, on voit les chiffres. Il n'y a pas à être dur ou pas dur. Alors d'accord, si on regarde la deuxième dose, effectivement. Mais la deuxième dose, écoutez, qu'est-ce qu'a fait... Regardez, un peu plus de 500 000. 2 millions chez nous, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont vu les Anglais qu'en faisant une dose, parce qu'ils n'avaient pas fait pour la deuxième, on aurait 60% d'immunité. Et nous, c'est vrai que pour avoir les 2 doses, on arrive à 90%. Bah, ils ont géré dans l'urgence. Ils se sont dit, je préfère que 15 millions et 60% de protection que 2 millions qui est 90%. C'est des calculs, il n'y a pas besoin d'être médecin. Donc voilà, ils ont vite confiné maintenant, ils ont vacciné très fort. Et je pense qu'on en parlera peut-être après, vu les chiffres qu'il y a à la fois à Dunkerque et dans les communes avoisinantes, ça va être... Moselle et Dunkerque, effectivement. Mettre le banc, on est trop dur ou pas avec le gouvernement français sur cette stratégie vaccinale qui... Le gouvernement qui fait ce qu'il peut, j'ai l'impression. Comme ça vient d'être dit, les chiffres sont les chiffres. Maintenant, ne comparons pas le Royaume-Uni qui est sorti de l'Europe à la situation de la France, qui n'est pas seulement franco-française, mais qui est liée à la situation européenne, à la tardiveté dont nous souffrons quant à la livraison des doses de vaccins et qui entraîne ce retard. Ce que je crois, parce qu'on a peut-être un peu tendance à voir les choses au jour le jour ou à la semaine, ce qui est peut-être excessif. Voyons dans 3 ou 4 mois, lorsque les choses seront bien mises en place, qui a été véritablement dans le droit chemin. On va entendre Olivier Véran, là. Le Royaume-Uni, non mais le Royaume-Uni, si vous voulez, moi je veux bien qu'on lui tresse des couronnes, mais sur le terrain des ravages de l'épidémie, c'est quand même pas le lieu le plus privilégié. Alors aujourd'hui, c'est le pays le plus endeuillé d'Europe. C'est la vaccination. Mais voyons les choses avec un petit peu de recul, de calme, et en perdant de vue ce goût irrésistible de se frapper la poitrine en disant qu'on est toujours les plus mauvais. Jean-Pierre Lecoq, on s'est tiré une balle dans le pied en dealant un petit peu tout ça avec, au niveau européen? Alors, je ne suis pas avocat, je le regrette. Je ne suis pas non plus procureur, ni policier, mais je suis simplement maire. Et j'observe depuis maintenant 1 an ce qui se passe. J'ai, comme mon collègue Ludovic Taureau, distribué des masques. On a fait croire à la population, après avoir dit d'ailleurs que les masques ne servaient à rien, qu'il n'y avait rien entre les masques et les vaccins. Et maintenant, malheureusement, si on regarde les chiffres, on les regarde, on n'est pas les champions du monde de la vaccination. On n'est même pas les champions d'Europe. Alors certes, on a eu raison sans doute de passer par l'Europe pour acheter des vaccins, mais je pense que quand on mène une guerre, et après avoir perdu déjà beaucoup de batailles, celle des masques, des tests, il faut savoir prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Or là, on ne gouverne pas, on communique. On communique au jour le jour et on court après l'épidémie. Donc il fallait commander des vaccins supplémentaires. Sur le terrain, ça se passe comment chez vous? Alors néanmoins, pour être quand même sympa avec le gouvernement, je considère qu'Emmanuel Macron, après avoir été à contretemps pendant à peu près 1 an, a pris la bonne décision de ne pas reconfiner. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le gouvernement des juges, et le gouvernement, je récuse le gouvernement des juges, mais je récuse surtout le gouvernement des médecins et des épidémiologistes. J'ai une révérence extrême pour les médecins de ville, pour les soignants, pour les infirmières. On a trop écouté ces experts qui n'ont d'ailleurs rien prévu, puisqu'on sait maintenant que le virus circulait en France dès novembre 2019. Donc maintenant, je pense qu'il ne faut pas reconfiner, il faut avoir des mesures adaptées, il faut écouter les élus locaux. Quand les élus locaux disent des choses de bon sens comme en Moselle, et il faut vivre malheureusement avec l'épidémie tout en vaccinant le plus possible la population. Les élus locaux en Moselle, du coup, certains demandent un reconfinement très très localisé. Oui. De Victor. Et enfin, la présidente de la Commission européenne a déclaré il y a quelques jours, nous avons été trop optimistes, trop confiants. Maître, je suis d'accord avec vous, mais comparons-nous à l'Allemagne alors. L'Allemagne qui a plus d'habitants que nous, pratiquement 15 millions, d'accord? Elle a 20% de décès en moins.
20%, c'est énorme. Oui, vous savez bien que l'Allemagne, du moins dans les premiers temps de l'épidémie, puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu différent, a été beaucoup moins touchée. Oui, mais je parle du total Parce des que, décès. il suffit de voir, par exemple, la différence entre les régions de France, la différence entre les pays, c'est pareil. Je suis d'accord avec vous, mais on parle en pays, puis quand même, il y a le pays qui est important. Aujourd'hui, on parle de la France et comment on est gouverné par rapport à cette pandémie. Tout ce que je vois, c'est que c'est un pays qui est beaucoup plus nombreux et qui a beaucoup moins de morts, d'accord ? Alors aujourd'hui, évidemment, on en parlera peut-être après de nos collègues qui demandent à fermer, c'est eux-mêmes qui demandent, parce qu'ils se rendent compte, nous, en tant que maire, on a un devoir de protection de la population. Et eux ont jugé, vu les 80% de variants, vu l'IDREA à 85, nous vous demandons juste, ils ne voulaient même pas confiner, ils voulaient qu'on avance les vacances scolaires. Oui. Est-ce que ça aurait vraiment fait mal, cela ? Est-ce que franchement, ça n'aurait pas été... politique là-dessus, mais c'est pas ça, depuis le début, on nous dit qu'on vient nous voir, nous les maires, on nous demande. Pour une fois que les maires se mettent d'accord, et vous demandent juste, si vous pouvez avancer d'une semaine, pas tout fermer. Même ça, ils ne l'ont pas accepté. Ça montre la rigidité de ceux qui nous gouvernent. Voilà, c'est là-haut que ça se passe. Parce que même les préfets étaient d'accord. Sauf qu'après, on les a appelés, monsieur le préfet, d'accord, bien, monsieur le ministre. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et je suis désolé, on nous dit tout le temps qu'il fallait travailler les maires, les préfets et l'État. On s'est rendu compte que pour une fois, tout le monde était d'accord et on leur a dit non. Bruno Pomar. J'irai dans le sens de ce que dit monsieur Taureau. Effectivement, je crois que trop de communication tue la communication. Je rappelle que vous êtes maire, vous aussi. Hein. Oui, d'un tout petit village. Je n'ai pas les problématiques que rencontrent mes collègues. Mais trop de communication. Vous avez plus de doses ? Non, pas plus. Non. Mais nous, on a recentré. Mais pour poursuivre ce que dit M. Taureau à l'instant, c'est l'importance. Le gouvernement aurait dû réagir plus avant. Encore une fois, mauvaise communication de leur part. Mais si on était un peu moins dans la verticalité et un peu plus avec les acteurs de terrain que sont les maires, que sont les conseils départementaux, etc., qui ont agi. Ils ont agi sur les masques. Oui. Ils ont été à un moment donné même bloqués par les préfets sur la production de masques, la diffusion des masques. Mais je pense que si on fait plus confiance, encore une fois, à l'échelon communal, voire départemental, je pense qu'on avancera plus. Encore une fois, on est trop dans une structure hiérarchisée, très, très, très jacobine, comme on dit, et c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de problèmes. Donc, Pas de reconfinement du côté de Non, pas de reconfinement chez nous, dans le sud. Non, tout va bien. Non, mais pardon, désolé. Pas de reconfinement du côté de la Moselle, ni de fermeture des écoles. Situation également inquiétante à Dunkerque. Écoutez le sentiment de ce biologiste. Dès qu'on a pu récupérer les chiffres un petit peu de répartition des variants sur notre région, donc ça, je vous dis ça, c'est très récent, c'est il y a environ une semaine, on a tout de suite vu qu'il y avait des différences vraiment très fortes entre les différentes villes du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est là où on s'est tout de suite rendu compte finalement que sur la région de Dunkerquoise, on avait un taux de répartition de mutants qui était beaucoup plus important que le reste de la région, mais de façon très très forte. On avait par exemple la semaine dernière 2/3 de nos PCR positifs sur le Dunkerquois qui correspondaient à des mutants anglais, alors que simultanément sur l'île, nos chiffres montraient finalement qu'on en avait 2 fois moins. Laisser les écoles ouvertes, c'est une folie ? Mais on sait que les enfants, on le sait tous maintenant, qui sont contagieux, ils sont asymptomatiques mais contagieux. Ça a coûté quoi dans une zone très rouge ? On le sait, mais le ministre de l'Éducation nationale le dit pas. Mais de toute façon, excusez-moi, mais quand il s'est déplacé, en disant on va vous donner 2000 vaccins en plus alors qu'il y a 1 million d'habitants. Ça, c'est Olivier Véran. Ouais. Oui, Olivier Véran, mais sérieusement, mais c'est incompréhensible. Là, ils sont arc-boutés, ils ne veulent pas lâcher. On ira jusqu'au bout. Alors que juste ce geste par rapport aux élus et par rapport à tout le monde, de faire, allez, on anticipe un peu les vacances et on verra ce qui se passe. Non, même ça, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils sont sûrs, parce qu'ils sont certains qu'ils vont gagner. C'est ça. Paris d'Emmanuel Macron mais de pas c'est ce que je dis tous les jours. Même très localement. Oui, sûrement. Bah, on verra. Sauf que là, s'il vous plaît, localement, les médecins, les chefs de service de Réa nous disent bien, voilà, on est à 95%, la prévalence est énorme. Même les élus disent aussi, aidez-nous, on va fermer un peu, on leur dit, non, c'est nous qui décidons parce qu'on a des chiffres que vous n'avez pas. C'est quel chiffre ? Il y aurait des chiffres spéciaux qu'on n'a pas. On a tous les jours sur le ministère les chiffres qu'il y a et on les a région par région, département par département et maintenant ville par ville. Arrêtons, on est si aptes, nous, maires et citoyens, à savoir quand ça brûle. Et aujourd'hui, ça brûle dans ce lieu-là. Donc faisons un effort. Mais alors quoi, le gouvernement a peur que ça fasse effet boule de neige ? Mais parce que tout le monde va le demander. Mais ce qui va se passer, c'est que quand on va ouvrir cette brèche, ceux qui vont être un peu moins vont dire attention, parce qu'il ne faut pas rêver ce qui se passe là-bas. Comme j'ai toujours dit, pourquoi ? C'est près de la frontière, il y a des territoires. Donc ça va partir tout le monde vers la Seine-Saint-Denis.
et puis ça ira là-bas, parce que là-bas c'est la mer, donc c'est toujours comme ça, c'est vers les zones où il y a beaucoup de population que ça part. Donc ça gagnera, ça ne peut pas être autrement. Ne croyons pas que ça va se limiter à la Moselle, c'est une erreur. Ne croyons pas que ça va se limiter à Dunkerque, c'est une erreur. Donc voilà, le gouvernement joue un pari de dire, voilà, ça ne passera pas, on n'en arrivera pas là. J'espère qu'ils ont raison, parce que sinon ça voudrait dire qu'on a pris des risques sanitaires incontrôlés et incontrôlables. Pierre Lecoq, je crois que vous n'êtes pas d'accord. Non, mais enfin, si je suis déjà, encore une fois, j'écoute avec attention ce que nous dit Ludovic Toro, qui est un observateur attentif et qui est le correspondant santé de la métropole du Grand Paris. Non, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que malheureusement, on a la passion de l'égalité dans ce pays. C'est magnifique l'égalité, mais on a confiné massivement au départ, après n'avoir rien vu, puisque rappelez-vous, le virus circulait. Une ministre considérait que c'était une grippette, et puis quand on avait arrivé des centaines, des milliers de personnes en réanimation au mois de mars, et c'était le pire, on a tous échappé à ce virus à ce moment-là, notamment les élus, qui ont été d'ailleurs particulièrement touchés, comme un certain nombre de présidents de bureaux de vote. Donc on a confiné massivement. On pouvait sans doute pas faire autrement à cette époque. Mais là, il fallait, si on avait été performant, il fallait développer le fameux système de tests, de traçage, et également s'armer davantage en matière de lits de réanimation. Ça n'a été pas très bien fait. On a déconfiné, pardonnez-moi, après je ne prendrai plus la parole, on a déconfiné, c'est monsieur Castex, monsieur Castex qui était monsieur déconfinement. Le déconfinement a été en partie foiré. Mais bien sûr. Et après, on a continué, si vous voulez, à ne pas tester, à mal tester. Aujourd'hui, on nous dit, on n'a que 5000 personnes pouvant suivre justement les personnes contaminées, et on a du mal à les isoler. Comment voulez-vous qu'on puisse combattre sérieusement l'épidémie dans ce pays? Il faut donc vivre avec, mais quand il y a des zones de forte tension comme en Moselle, il faut écouter les élus locaux. Cette passion de l'égalité, prendre des mesures. Mais confiner en permanence, par exemple, reconfiner tout le territoire national, aucun intérêt. Reconfiner des régions qui sont déjà confinées naturellement ou géographiquement, comme le Cantal, ça n'a, par exemple, même si j'adore le Cantal, moi aussi, et le fromage et le département, ça n'a aucun intérêt. Cette passion d'égalité, c'est notre talon d'Alger. Écoutez, je pense que ce que l'on entend est raisonnable, c'est-à-dire qu'il y ait des décisions différenciées selon la nature du terrain, selon ce que subit une population, selon l'intensité de la contagiosité dans un lieu déterminé, je peux le comprendre. Mais ce qu'on fait pour les vaccins, on priorise certaines zones. Je me dis aussi que finalement, rien n'est jamais possible, et je suis heureux de n'avoir aucune responsabilité publique, parce que j'ai le souvenir, il y a une quinzaine de jours, ou à peu près, lorsqu'on s'attendait, lorsque les bons esprits, analystes de la vie politique, nous disaient oui, vous allez voir, dans 8 jours, on sera confiné. Le mois de février, on étendra les vacances scolaires à toutes les autres. Ce sera un confinement général. Et là, se déclenchait en parallèle la vindicte contre ce confinement annoncé. Et j'entends aujourd'hui la vindicte contre un confinement refusé. Peut-être avez-vous raison, je le disais au début de mon propos, et je veux bien le croire, mais je pense que nous qui ne sommes pas des spécialistes médicaux de cette affaire, nous devons aussi considérer que si gouverner, c'est prévoir, plaire à tout le monde, ça c'est pas gouverner et c'est impossible. Je vous redonne la parole dans un instant, mais on doit absolument avancer. L'appel d'Emmanuel Macron, le président prône une coopération planétaire pour la stratégie vaccinale à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Écoutez les précisions de Pierre Barbin. La coopération plutôt que la division. Telle est la volonté du président de la République qui prône une campagne de vaccination planétaire pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Nous sommes engagés dans une lutte contre les variants qui est une véritable course contre la montre. Sans une action collective internationale rapide, efficace et solidaire, nous prenons le risque que le virus nous échappe. Dans ce cadre, le chef de l'État a participé à une visioconférence pilotée par l'Organisation mondiale de la santé. Au cœur des discussions, la question des pays africains, parfois dotés d'un système de santé primaire. Si on ne monte pas au créneau au niveau global, on sera en risque non seulement sanitaire, mais également éthique. La plupart des pays africains comptent sur l'OMS et l'Union africaine pour s'approvisionner en vaccins. Dans les prochains jours, Emmanuel Macron doit échanger avec plusieurs chefs d'État du continent pour mettre en place un axe de travail. La coopération plutôt que la division, c'est un bon slogan, mais est-ce que c'est possible ? Oui, mais
C'est bien de le dire maintenant, hein, mais on aurait pu le dire avant. On savait très bien que ce virus, si on le combattait seulement en Europe, il se serait développé dans les autres pays. Et non seulement il serait développé dans les autres pays, mais il aurait fait des variants. Donc c'est bien. On nous parle de l'OMS qui a été en échec depuis le début. L'Europe, excusez-moi, on pourra en parler. Heureusement que la commissaire a dit qu'elle était un échec aussi. Mais à un moment, voilà. Mais déjà, oui, on va vacciner tout le monde. On a du mal déjà à vacciner juste la France et ils veulent vacciner. Mais où sont les moyens ? Des mots, on peut en sortir. Évidemment qu'il faut... C'est inaudible aujourd'hui comme discours. Mais c'est totalement inaudible. Il n'est pas crédible, le président, mais on a du mal déjà à fournir quelques pays européens en vaccins. Bien sûr qu'il faut le faire. Si on ne fait pas ça de vacciner le monde entier, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 variants et on sera vacciné toutes les années. Mais ça, c'est une... on ne pouvait pas, l'OMS, le réfléchir juste un peu avant. Mais ça fait 1 an qu'on est là. On ne savait pas que ce virus, il traversait les frontières et qu'il venait de Chine. On le savait. Anticiper. Dire c'est bien, mais là c'est un peu trop tard, je vous le dis. Mais il faut le faire bien évidemment. Vous êtes colère, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même d'accord avec Emmanuel Macron, qu'il faut une vision globale sur ce virus. Répétez-moi la phrase encore une fois. J'ai l'impression que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qu'il faut une vision globale sur ce virus. Mais oui, mais on est en retard encore. Sauf que vous voulez pas le dire. Là, et je vous le dire non, mais je vais vous le dire franchement. Cette discussion où en effet tous les pays africains, où là ça commence à monter, on aurait dû l'avoir en récupérant tous ces brevets et allez-y, parce que là on joue sur quelque chose qui est brûlant, d'accord. Parce que comme on a bien vu, de toute façon les nouveaux vaccins sont plus efficaces sur variants. Après il y aura un variant qui viendra d'Ukraine, de tous les endroits, de Corse, de Bretagne, il y aura des variants partout. Donc on a urgence à vacciner et à protéger le monde entier. Mais 1 an après, un virus qui se passe par la bouche, on s'en rend compte aujourd'hui. Excusez-moi, on est en retard encore une fois. Oui, c'est vrai. On a d'ailleurs le sentiment que peut-être que le président, un peu en échec en France, élargit son discours au monde entier via le journal du dimanche, qui était un peu devenu la Pravda gouvernementale. Mais bon, je m'arrêterai là. Il peut devenir le leader mondial de la stratégie vaccinale ? Je dirais, je ne sais pas, mais je n'irai pas aussi loin. Mais je pense qu'il faut vivre avec le virus. Et d'ailleurs, c'est le président de la République qui nous l'avait dit en septembre dernier. On n'a pas d'autre solution. Pourquoi on n'a pas d'autre solution ? Ça vient d'être dit. On n'a pas assez de vaccins déjà en France, en Europe. Il en faut dans le monde, oui, car une épidémie, par définition, c'est mondial. Et si on veut d'ailleurs que les touristes reviennent en France et à Paris, qui est majeur pour l'économie parisienne et francilienne, il faudra que tout le monde soit vacciné. Mais en parallèle, il faut vivre avec, c'est-à-dire rouvrir progressivement en gestes barrières un certain nombre de lieux. Sinon, on sera vacciné, mais on mourra d'ennui. On mourra et les risques, et on le sait, les risques mentaux, les risques sont très... Mais en même temps, le gouvernement ne maîtrise pas tout là-dedans. Il faut quand même rappeler qu'il y a des laboratoires qui produisent. Mais bien sûr, donc, bien sûr. On est un peu piégé là-dedans. On peut pas faire ce qu'on veut. Les variants font que la stratégie vaccinale sera en partie imparfaite. Et peut-être qu'on devra se revacciner prochainement. Mais d'ailleurs, le meilleur moyen pour éviter un confinement total, c'est justement dans les zones un peu rouges, la confiner. Bien sûr. C'est logique, parce que si on ne fait rien, je ne le souhaite pas, fin février, début mars, on aura un peu tous les chiffres qui vont arriver par rapport à ce variant. Là, c'est en zone rouge. Confinons pour éviter que tout simplement ça bouge. Pour éviter un confinement global qui fera confinons localement. Oui, écoutons les maires, écoutons les élus locaux, écoutons les chefs de services de réanimation. C'est important. C'est eux qu'on devrait mettre autour d'une table avec le préfet. Tous les chefs de services de réanimation avec les maires et prendre une décision locale. La troisième vague, monsieur le maire, peut-être celle de trop pour les infirmiers, les kinésithérapeutes ou encore les orthophonistes. Une étude réalisée par la Caisse de retraite aux auxiliaires médico-libéraux souligne le risque d'épuisement professionnel lié au stress et à la charge mentale de ces professions. On voit ça avec Stéphanie Rouquier. Depuis le début de l'épidémie, cette kinésithérapeute est sur le front. 12 mois de rééducation respiratoire au chevet des patients Covid. Mais aujourd'hui, son moral ne suit plus. Nathalie préfère témoigner à visage masqué. Vous parlez de burn-out vous concernant, vous ? Oui, pour la première fois, mais j'en suis pas encore à m'arrêter. C'est compliqué. Donc on est là, on est debout, on est au travail, etc. Mais en même temps, on s'oublie. Mais ça va pas. Mais ça va pas en fait. Tous les jours, cette femme dynamique et enjouée accompagne ses patients privés de leur famille. Là, j'ai eu 2 patientes qui ont perdu leur mari pendant qu'elles étaient hospitalisées. Ça faisait 50 ou 60 ans qu'ils vivaient ensemble. Mais disons, ça fait beaucoup à encaisser au bout d'un moment, quoi. En 15 jours, on avait déjà perdu 4 patients. Comme Nathalie, des milliers de soignants sont victimes de burn-out, sans parfois oser l'avouer. Mais pour elle, hors de question d'abandonner. Dès demain, elle retournera au chevet de ses patients.
Ludovic Toro, on parle souvent de guerre contre le virus. Nos troupes sont-elles assez soutenues ? Ça fait 1 an que c'est 2 millions de soignants sur le terrain. On voit beaucoup dans le milieu hospitalier, mais il y a le milieu en médecine de ville, je veux dire. Ils sont épuisés, hein. Parce qu'on parle de plateau, mais il y a les patients tous les jours, il y a des décès, il y a 10 000 décès, il faut accompagner les familles. Il y a aussi le post-Covid, tous ces gens qui sont souffrants et qui viennent. Vous savez, le Covid, c'est pas juste de la réa, c'est aussi tout notre système en ville qui est touché. Et ces gens sont épuisés. Ils ne pourront pas tenir à ce rythme. Surtout qu'il y a une paupérisation, il y a de moins en moins en plus. Il y a de moins en moins de médecins, de moins en moins d'infirmières. Et ils sont fatigués. Ils font des fois deux fois leur tâche parce qu'il n'y a pas assez de monde. Donc voilà, on est aussi sur une corde, sur une limite où ces gens-là sont fatigués. Et ils sont aussi touchés par la maladie. Ils ont aussi cette maladie. Quand ils vont dans les hôpitaux, on voit bien que le vaccin qui a été mis en place, on reviendra, pose aussi des problèmes. Donc sachez que les soignants en ville, les soignants hospitaliers sont hyper fatigués. Et ils veulent voir la fin de ce tunnel. Parce qu'on ne pourra pas tenir à ce rythme, sauf d'amener beaucoup plus de soignants pour les soulager. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, clairement, dans les services et en ville. Maître. Et je crois qu'on a quand même le devoir, puisque nous parlons à un certain nombre de personnes, de ne pas leur apporter dans ce dimanche soir une masse anxiogène épouvantable et de dire que si à l'évidence il y a un problème de morale, un problème de fatigue psychologique lourd chez les soignants, mais je notais moi l'aspect positif de ce que disait cette dame que nous avons vue. C'est dur, c'est très dur, on sent sa souffrance, on sent sa sincérité, son authenticité, mais demain je serai à mon poste. Et puis tout à l'heure, vous évoquiez, messieurs, les variants en disant mais aujourd'hui on a le sud-africain, le britannique, demain on en aura d'autres, et les variants vont succéder aux variants. Enfin, j'avais l'impression, moi j'ai failli fuir en vous entendant, j'étais cerné par le danger. Mais vous êtes cerné, maître. Attendez, rappelons aussi à nos téléspectateurs que on nous dit, moi je suis pas médecin, mais j'entends ce que disent les médecins, que les vaccins ARN messagers sont susceptibles de répondre, y compris aux variants. En d'autres termes, la situation est dure, mais ne les écoutez pas, elle n'est pas désespérée. Maître, n'écoutez pas, maître. Je vais vous dire quelque chose. Celui qu'on a commandé en plus, c'est l'AstraZeneca en France, celui qui est le moins efficace sur le variant. Voilà la réalité. Alors on peut être optimiste, mais on est tous optimistes. Tous les soignants sont là, ils font leur métier. Ils ont fait ça, c'est une passion. Mais sachez qu'au bout d'1 an, c'est fatigant parce qu'il n'y a pas de renfort. Il n'y a pas une deuxième ligne qui va arriver. C'est la première ligne qui est là et qui est là depuis le début. Mais on n'y peut rien à ça. Mais bien sûr qu'on y peut quelque chose. Si depuis 1 an, on avait préparé et un tout petit peu anticipé en se disant que peut-être ça va durer plus de 2 mois, plus de 3 mois et peut-être que c'est pas une grippe. Et en même temps, il va falloir qu'on s'apprenne à vivre avec. De toute façon, mais de toute façon, alors là, comme c'est parti. Les dégâts collatéraux, on voit les infirmiers, on voit les kinés, mais les dégâts collatéraux avec les étudiants, avec l'économie, évidemment, mais c'est bien plus catastrophique encore que... Mais le Yaveka, je pense, pardonnez-moi, que c'est un peu facile. Le fameux c'est pas... Alors là, on peut pas... Maître, votre plaidoirie ne me va pas du tout, vous le savez. Jean-Pierre Lecoq, Maître Le Borgne, Ludovic Toro, docteur, merci beaucoup. Merci à et bien tous. sûr Bruno Pomar, merci à tous les quatre. Tout de suite, c'est D'accord, pas d'accord, Charlotte Donalas contre Amine El Khatmi, présidente du Printemps républicain. Tout de suite.